Donc, ouais, bah, déjà, alors merci à toi d'avoir accepté de faire cette première interview. Ben, Euh, je t'en prie, avec plaisir. du coup, pour recontextualiser un petit peu la chose, on s'était rencontrés au moment où nous, on essayait de récupérer des feedbacks clients et users du coup sur la plateforme. Tu avais bien voulu du coup accepter d'essayer notre solution de sous-titrage et on avait du coup pas mal échangé au niveau du sous-titrage et de la vidéo de façon plus générale. Donc moi, j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête que si on lançait un format newsletter, un format vidéo, ce serait intéressant de pouvoir t'écouter avec CheckSub. Donc, c'est chose faite. C'est cool. Donc, ben, on peut déjà, j'ai Ouais, déjà qu'est-ce marrer. qu'est-ce que tu voulais me demander? Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous faire un petit récapitulatif de ton parcours? Ça serait déjà Ouais, bien sûr. pas mal. Donc moi, je m'appelle Florian, je suis graphiste de formation et j'ai obtenu mon diplôme en 2011, donc ça commence à dater. Donc un diplôme en communication visuelle dans une école de graphisme en 4 ans classique, privée. Et puis j'ai directement commencé à bosser en sortant dans des agences de com, plutôt des grosses boîtes d'ailleurs, hein. J'ai commencé à travailler chez DDB Paris, où j'étais directeur artistique, et puis chez BETC, où j'étais plutôt monteur, mood taper. Ok. Et pardon? Ouais, j'ai dit ok, ok. Et non, bah voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait mes armes en agence, ce qui est pas mal, hein, pour commencer, pour débuter. Et puis très vite, j'ai eu envie d'expérimenter d'autres choses et de voler de mes propres ailes. Donc je me suis lancé dans la grande aventure du freelance. Alors, bon, je te cache pas qu'au début, évidemment, c'était un peu compliqué, hein, forcément, le temps de se faire un réseau, son expérience, etc. Mais voilà, je m'y suis vite fait et puis j'y ai pris goût. Et c'est vrai que quand on goûte au freelance, c'est difficile après de revenir en agence. Et donc voilà. Et puis quand on bosse bien en free, en général, les gens vous rappellent. Donc depuis, je suis resté en freelance. Et D'accord. puis je t'expliquerai après, mais j'ai monté un collectif avec des potes et tout. Mhm. Et voilà, donc en fait, je me suis mis un petit peu à la vidéo par hasard, en fait, en commençant à réaliser des petites captations internes, des interviews, des choses comme ça quand j'étais en agence, et puis des mood tapes. Euh, En école, du donc coup, en voilà. école de graphisme, on voit pas, on n'a pas forcément de cours orientés vidéo. Là, c'est des. Bah, de plus en plus maintenant, quand même, ouais, il y a des boîtes spécialisées full motion design, etc., où tu peux avoir des formations, par exemple, en animation, en Gobelin et tout. Moi, à l'époque, déjà, c'était une formation assez généraliste. Donc, tu apprenais les bases du graphisme, de la mise en page, de la typo, l'illustration et tout, du web design. Et puis, chacun se spécialisait un petit peu dans le domaine qui lui plaisait le plus, on va dire. Et moi, ça a tout de suite été la vidéo. Avec deux, trois potes dans ma classe, on était très attirés par ce format. Après, tu en as d'autres qui sont plutôt devenus dessinateurs, web designers, etc. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'était de proposer une formation assez généraliste en graphisme pour Ouais. que chacun puisse après choisir la voie qui lui plaît le plus. Et moi, en l'occurrence, c'était vraiment la photo, la vidéo, le montage. J'aimais bien les trucs un petit peu cut, graphique, moderne et tout. Mais il fallait que ce soit en mouvement, il fallait que ça bouge. Donc voilà, c'est ce qui m'a attiré, moi. Ok. Euh, et puis donc, là, je t'ai pas mal parlé du format mood tape. Moi, c'est un peu grâce à ça que j'ai appris à faire de la vidéo. Et la mood tape, je pense pas que tu connaisses, mais c'est un truc assez spécifique, agence de pub, qui est souvent utilisé d'ailleurs dans le cadre d'appels d'offres, de compétition. Ok. En fait, il s'agit, euh, en quelques mots, je t'explique le concept. Il s'agit d'illustrer, on va dire, un script en vidéo. Donc un script qui est plutôt un manifesto, un speech de marque, c'est-à-dire un texte assez inspirationnel qui va parler notamment des engagements, des valeurs de la marque, etc. Mais un truc assez court. Et l'idée, c'est de trouver parmi tout un tas de sources vidéo dont on n'a pas les droits, donc des clips, des pubs, des films, etc., des plans qui vont pouvoir illustrer ce script. Mais ces intentions images vont être traduites en vidéo avec des images dont on n'a pas les droits, comme je te l'ai dit. Donc, en général, c'est plutôt utilisé pour de l'interne. Et voilà, en général, voilà, ça va donner un Hors de- montage assez cut d'une minute 30, plutôt percutant, plutôt émotionnel. Euh, voilà, et on est plutôt spécialisé là-dedans, du coup, chez Mazet, parce que moi, c'est avec ça que j'ai appris à faire de la vidéo. Et c'est, comme je te l'ai dit, un format qui marche assez bien
au niveau des agences de com. Donc, on est assez régulièrement appelé pour cet exercice dans lequel on s'est un peu spécialisé. Voilà. Et, Donc là, ce que j'en retiens, c'est que c'est un genre de mood board où on exactement. En fait, c'est l'évolution du mood board, mais en vidéo. C'est le mood board peut... 2.0, on va dire. Qui permet en fait de pimper une presse et plutôt que d'avoir soit des explications, un long discours ou une presse PowerPoint un peu rébarbative, bah là, bam, tu balances une vidéo d'une minute 30 qui te donne tout de suite le ton avec des belles images, c'est plutôt entraînant et tout. Et ça n'implique pas forcément d'achat d'art, puisque comme je te l'ai dit, c'est en général utilisé pour l'interne exclusivement. Et ça n'implique pas de tournage, etc. Donc, c'est quand même assez facile de produire une vidéo percutante comme ça, à moindre frais. Ok, ouais, tu vas avoir un condensé d'informations sur un format Exactement. court et qui ouais, voilà, rend vraiment dynamique le discours. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, Bah, c'est intéressant, on pourra peut-être en revenir un peu plus tard, du coup, quand tu nous parleras un peu plus de Mazet. avec plaisir. Du coup, juste pour aller rester un petit peu sur les débuts de ton parcours, donc c'est une question qui revient souvent quand on commence à s'intéresser un petit peu à la vidéo. Donc toi, quelle a été ta première caméra? Alors moi, comme ça commence à dater maintenant, ma première caméra, c'était un 5D Mark II. Ok. À l'époque, c'était la caméra qui faisait un peu le buzz. C'était un phénomène parce que finalement, avec ce boîtier, Canon rendait théoriquement accessible à tous la production de vidéos. Mhm. Il n'y avait pas encore trop les smartphones et tout pour faire ses propres vidéos. Et donc, du coup, on disait qu'avec cette caméra, tout le monde pouvait devenir réalisateur, si tu veux. On disait même qu'il y avait des épisodes de séries américaines, style Doctor House, je crois, qui étaient tournés du coup avec ce type de boîtier pour un budget minime. Pour ce qui était faux, en fait, parce que quand tu voyais la config, la caméra, il l'avait riguée avec du matos de dingue. Donc, au final, le boîtier, il avait triplé de prix pour pouvoir avoir une image correcte. Mais voilà, c'est un boîtier avec lequel j'ai débuté, avec lequel j'ai adoré m'initier à toutes ces notions techniques d'ISO, d'ouverture, de diaph, de vitesse, etc. Et c'est un boîtier que j'avais tout le temps sur moi, qui me lâchait pas. Donc c'est comme ça que je me suis fait la main, en fait. C'est intéressant parce que moi, c'est avec ce même boîtier que j'ai démarré la photo pour le coup. Là, j'aimerais bien Ouais, m'initier à la vidéo et je privilégiais plutôt le 7D parce que j'ai récupéré ces deux boîtiers avec mon père. d'accord. Donc, si tu as un petit conseil, du coup, ce serait plus lequel, le 5D ou le 7D? Pour moi, en fait, ces appareils, bon, maintenant le 5D Mark II, le 7D sont un peu obsolètes par rapport aux besoins que j'en ai professionnellement. Je sais qu'il y a le 5D Mark IV qui est pas mal. Mais moi, j'avoue que je suis passé un petit peu du côté obscur et depuis que je bosse beaucoup plus en vidéo, je suis plutôt passé chez Sony. Alors, j'ai toujours un boîtier Canon parce que voilà, j'aime la colorimétrie Canon, l'ergonomie Canon. Et puis, c'est avec ça que j'ai commencé, donc c'est une petite valeur sentimentale. Mais aujourd'hui, je travaille plutôt avec des A7S Ouais. 3 pour la vidéo, A7R 3 pour la photo. Donc, je suis passé chez Sony. Je trouve que leur mirrorless, il est léger, il est efficace, il a une montée en ISO incroyable. Alors, le seul inconvénient de Sony, c'est leurs menus qui sont juste horribles et on s'y perd à chaque fois. Mais une fois qu'on a chopé le truc, voilà, moi j'aime beaucoup la 7S3. Je trouve que c'est un boîtier là qui est sorti très récemment, qui est un bijou de technologie et qui a l'écran tactile, enfin retournable, etc., qui permet de faire du suivi de mouvement. Donc avec des optiques fixes, ça Ouais. permet de faire des images magnifiques. Ouais, c'est des boîtiers qui ont l'air d'avoir sacrément bien marché quand même, les boîtiers Sony. Ouais. Non, ils ont l'air d'avoir Quand, inondé le quand un marché. certain coût quand même, hein, parce que c'est quand même 3 000 à 4 000 euros le boîtier. Donc faut vraiment en faire son métier ou être passionné, quoi. Après, c'est pas indispensable de shooter avec ce type de boîtier pour avoir des belles images, bien sûr. C'est sûr. Ah, du coup, bah, alors la question du coût, c'est intéressant. Ça m'amène à la question suivante. Du coup, parce qu'on a souvent tendance à penser que la vidéo, ça va nous coûter assez cher. Donc, Un il faut bras. Ouais. énormément pour se lancer. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, justement, aujourd'hui, on peut très facilement être autonome en vidéo avec la popularisation de ce format et des outils du coup gratuits qui sont mis à dispo des gens, donc que ce soit pour monter, pour retoucher l'image, pour partager, diffuser, etc. Et il y a des youtubeurs, il y a des gens sur TikTok qui gagnent vraiment des fortunes avec la vidéo faite maison, avec les moyens du bord. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des écoles de ciné ou quoi. Donc en fait, avec un peu de créativité, d'ingéniosité, aujourd'hui, la vidéo s'adapte vraiment, selon moi, à tous les domaines, à tous les formats et offre de multiples possibilités pour capter l'attention, générer du trafic, booster ses ventes, etc.
Donc non, pour répondre à ta question, on n'est pas obligé de mettre des fortunes aujourd'hui pour faire de la vidéo. Aujourd'hui, tout le monde peut produire du contenu vidéo pas cher avec un bon smartphone et des outils comme PlayPlay, comme KineMaster, comme iMovie, LumaFusion, etc. J'en passe, il y en a des dizaines hein, d'applications qui permettent de faire de la vidéo à moindre coût. Et puis de pouvoir très facilement en fait véhiculer un message, voilà, plutôt que de passer un certain temps à rédiger un post. Si on n'est pas super à l'aise avec l'écrit, par exemple, un post, un article, quoi, on peut juste maintenant se fixer un téléphone, mettre 2-3 lumières, avoir un micro, et puis bam, on balance son contenu, que ce soit sous forme de tutos, de stories, de tips, de témoignages clients. Il y a voilà, plein de possibilités aujourd'hui pour jouer avec la vidéo et développer sa communication. D'ailleurs, dans l'une de mes petites vidéos que j'avais partagées sur LinkedIn, j'expliquais qu'on peut acheter aujourd'hui du matériel d'éclairage de base pour une centaine d'euros sur Amazon, hein, 2-3 spots, des diffs, etc. Donc, en théorie, tout le monde peut produire du contenu de qualité. Après, dans les faits, ça demande quand même une certaine sensibilité artistique, graphique déjà, et puis quand même des compétences techniques, des connaissances, une méthodologie. Donc ça peut vite devenir chronophage de se lancer dans la vidéo quand on part de zéro. Donc l'autre solution pour produire des vidéos de qualité, je veux dire que ça va être de se faire accompagner par des professionnels comme moi. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, les clients qui s'adressent à moi, ils ne cherchent pas juste un technicien, un vidéaste. Ce qui les intéresse, c'est plus l'expérience que tu as développée dans le secteur audiovisuel avec les années qui va les intéresser. Donc, ils recherchent plus un consultant qui va pouvoir les guider, les accompagner et leur dire quoi faire, comment, où diffuser, sous quel format, pourquoi, etc., pour avoir un maximum d'impact et rentabiliser comme ça l'investissement qu'ils auront investi auprès d'un professionnel. J'imagine que Dans tous les cas, la vidéo, ça demande quand même un investissement. Si ce n'est pas en argent et en matériel, c'est au moins en temps et puis en expérimentation. ouais, exactement. Ça, j'imagine aussi que c'est quelque chose qui a assez évolué aujourd'hui, peut-être de la part des clients. Maintenant, ils recherchent plus qu'un simple réalisateur, monteur, quelqu'un qui va être capable de vraiment cerner leurs besoins, de comprendre quel message ils veulent véhiculer, parce qu'au final, c'est ça qui va faire une bonne vidéo, une vidéo qui arrive à faire. Bah, exactement. Ouais, Il faut pas oublier que finalement, la vidéo, ça reste un outil. Et quel que soit l'outil, ce qui prime, selon moi, c'est le fond, c'est pas forcément la forme. Alors après, si tu peux allier les deux, évidemment, c'est l'idéal, hein. Avoir une belle vidéo qui n'apporte pas de plus-value, pour moi, c'est dépenser du temps et de l'énergie pour pas grand-chose. Ce qui compte avec la vidéo, ça va plus être l'information, l'émotion qu'on va laisser aux gens après qu'ils l'aient vu. Et du coup, ce qu'il faut, c'est justement toucher cette corde sensible et puis essayer de déclencher quelque chose chez eux pour les faire réagir. Et à mon sens, je crois qu'une belle image ne se suffit pas elle-même. D'où l'importance, d'ailleurs, aujourd'hui, du storytelling et de bien structurer aussi sa vidéo pour qu'elle soit claire, facilement assimilable, etc. Donc, tout le monde est sensible aujourd'hui à une belle histoire, à un speech bien construit, à une belle image, à une vidéo qui va vous emporter, vous faire voyager. Et pour moi, une vidéo bien ficelée, c'est à la fois de l'authenticité, de la créativité, de l'émotion, de la réflexion. C'est pas juste une belle image ou juste un bon message, mais c'est vraiment un tout, un ensemble. Et, euh, et voilà, c'est ce qui va faire qu'une vidéo va être impactante. Et il y a beaucoup plus de choses qui passent à travers une vidéo qu'un simple texte, comme il y a beaucoup plus qui passe à travers le langage corporel que verbal. Donc, le fait d'allier une belle image, un bon son, un bon message, etc., va faire que ça va marcher ou pas. c'est ça. Donc au final, pour résumer, c'est pas impossible de se lancer, ça reste accessible, mais il y a toute voilà cette maîtrise, cette expérimentation à faire et aussi cette comment dire ce travail de fond pour aller faire en sorte que exploiter les possibilités de la vidéo parce que sinon si Exactement. Je pense que c'est tout à fait accessible aujourd'hui, plus que jamais. Le format vidéo explose et tout le monde peut s'en emparer.
Tout dépend de savoir ce qu'on veut en faire, à qui on s'adresse, etc. Il y a toujours des questions auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer en vidéo. C'est pas le tout de se dire je vais faire de la vidéo pour faire de la vidéo, mais dans quel but, pourquoi, pour qui, de quelle manière. Et puis voilà, ouais, après, il faut vraiment tester et trouver ce qui nous correspond le mieux. Mais je pense pas non plus qu'il faille absolument faire de la vidéo si on n'est pas, par exemple, à l'aise avec ce format. Parce que, comme je l'ai dit, ce que les gens retiennent, c'est l'émotion, la sensation qu'ils Mhm. retiennent après avoir vu une vidéo. Et si cette sensation, c'est avant tout du malaise, de la gêne, du stress, c'est pas la peine. Il faut quand même voilà, avoir une certaine aisance avec ce format si on veut pouvoir s'en emparer et jouer avec. Et on le voit, hein, les jeunes générations qui ont grandi avec, qui font du TikTok, du Snapchat, etc. C'est quelque chose qui est naturel pour eux. Euh, et donc, bah, comme ce sont les consommateurs de demain, forcément, les entreprises vont devoir aujourd'hui exploiter ce format vidéo si elles veulent s'adresser à ces cibles. Ouais. Toi, c'est des formats TikTok, réseaux sociaux, tous ces mini, mini formats vidéo, c'est des choses que tu explores un petit peu aussi ou... Ouais, ouais, de plus en plus, en fait, on a remarqué ces dernières années une évolution en termes d'engagement des entreprises par rapport au format vidéo. Elles vont peut-être moins être intéressées par on va dire des vidéos de présentation standard qu'elles auraient eu tendance à diffuser sur leur home, par exemple, de site web avant. Mhm. Donc, plutôt que de faire une vidéo de présentation un peu classique des services, des offres, etc., d'une minute 30, 2 minutes, aujourd'hui, ils vont plutôt avoir tendance à vouloir communiquer sur la quantité, ce qui ne veut pas dire que ça doit être de la mauvaise qualité, hein, mais sur des formats du coup plus courts, duplicables, réplicables, donc destinés aux réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça va être ce qu'on appelle le snack content, c'est des formats de 15-30 secondes max. Et puis, du coup, donc, plutôt que de produire une grosse vidéo à 3 000 €, ça va être plein de petites vidéos moins chères, mais qui vont permettre d'être présent plus régulièrement sur la durée, Mhm. voilà, sur les réseaux, et puis rester à l'esprit Ça, c'est du coup, c'est le de genre de... sa communauté. Ouais. Bah, il ne faut pas oublier en fait qu'aujourd'hui, vu que de plus en plus d'entreprises et de gens produisent des vidéos, la durée de vie d'une vidéo quand même est de plus en plus courte. Et il suffit pas de produire une vidéo pour que ce soit le jackpot et que son business explose. Malheureusement, il faut être régulier, assidu et puis communiquer vraiment régulièrement et sous divers formats pour être visible, pour être remarquable et du coup pouvoir augmenter ses ventes. Parce que même si on a un produit extraordinaire, un prix abordable et que voilà, notre offre, en théorie, est géniale. Si on n'en parle pas et que personne ne la connaît, forcément, personne ne va l'acheter. Donc, ça se résume un petit peu à ça aujourd'hui. C'est une question beaucoup de vitesse par rapport à la concurrence, être plus rapide et puis plus présent, plus visible voilà, que ses concurrents pour sortir du lot. C'est ça. Plus, je dirais que finalement, la qualité de ses produits, euh, voilà, après, c'est c'est mon humble avis, mais En fait, ouais, mais aujourd'hui, les marchés sont tellement saturés, concurrentiels, tout le monde est présent sur tous les fronts. Du coup, il faut être à 3000% sur chaque front. Et la communication en fait partie. Ça vraiment, ça évolue aussi. Maintenant, tu peux plus te passer de ça. Il faut être présent sur les différents leviers et à chaque fois le faire de exactement. façon adaptée à chaque levier. C'est Ouais, tu peux plus te contenter d'avoir un bon produit, une bonne offre pour que non, ça non, marche, quoi. pas plus tard. Et d'ailleurs, si une entreprise aujourd'hui ne communique pas en vidéo, c'est qu'elle est sûrement en retard sur ses concurrents, puisque Ouais. voilà, c'est quand même un format très très présent qui est privilégié par pas mal d'algorithmes et qui permet de gagner vraiment en impact, en référencement. Donc, c'est pas pour rien que plus de 80% du trafic web en 2021 est dédié à la vidéo, hein, ce qui est énorme. Donc, YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche aujourd'hui, si une entreprise communique pas sur YouTube, ben, elle se tire pas une balle dans le pied, mais c'est autant de cibles, Ah, de personas auxquelles elle peut pas s'adresser, quoi, potentiellement. mhm. C'est ça, c'est ça. C'est une audience qu'elle peut pas toucher, quoi. Mm. Parce que du coup, toi, alors, est-ce que tu as une marque un petit peu référente que tu trouves qui a un petit peu révolutionné son approche de la vidéo, ou en tout cas qui l'exploite d'une façon très, très pertinente? Il y en a plein, il y en a plein. Je pourrais pas te donner d'exemples précis. Après,
Moi, je sais qu'il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui misent sur la vidéo et notamment de vente pour gagner en confiance et essayer euh, d'inciter les gens à aller vers la décision d'achat, de clic, etc. Mhm. Donc, des vidéos qui vont être, par exemple, partagées sur des landing pages, des choses comme ça. Ouais. Ou pour demander des financements, hein, par exemple, des vidéos de crowdfunding. Quand tu expliques en vidéo vraiment les enjeux, comment t'en es arrivé là, quels sont les objectifs, etc., c'est toujours plus parlant qu'un texte que les gens ne vont pas forcément lire ou qui vont le lire en diagonale. Et puis surtout, ça va être moins impactant. Donc, tu vas peut-être moins être sensible à ce sujet, à cette startup. Après, bah, des marques qui communiquent très bien en vidéo, tu en as plein, hein, que ce soit Lidl, que ce soit Picard, que ce soit ils font des très belles vidéos maintenant, et même dans des domaines où on pourrait se dire de base, ouais, bof, pourquoi, enfin, c'est pas sûr que ce soit vraiment intéressant de communiquer en vidéo. Et ben en fait, si, ils arrivent à faire des trucs de fou. Et là, récemment, je viens de signer un contrat avec une boîte qui bosse plutôt dans les escape games et qui ont décidé de digitaliser leur jeu, puisque pour des raisons sanitaires, des contraintes techniques, ils ne peuvent plus ouvrir leurs locaux et ils ont décidé de gamifier une espèce de scénario virtuel. Et donc, tu peux jouer carrément en Zoom avec tes potes et tout. Tu te retrouves comme ça en, en 2.0 derrière ton écran. Mais pour avoir testé, franchement, ça marche super bien et c'est tout aussi engageant et fun et tout. Donc, vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses qui se développent. Tout ce qui est learning aussi, hein, les formations évidemment digitales. Aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir vendre des formations en ligne et c'est même assez rentable financièrement puisque les vidéos, tu les produis une seule fois, tu les diffuses et tu les vends sans forcément, moi je suis pas fan de ça, mais sans forcément devoir proposer en plus de l'accompagnement et tout derrière. Alors, pour moi, il faut faire attention quand même que la vidéo ne tue pas l'humain. Au contraire, ça doit être l'inverse, hein. Ça doit être au service de l'humain, de l'émotionnel. Et il ne faut pas qu'on se dise, bon, bah, je peux tout digitaliser, tout faire en vidéo, et puis basta, et après, les gens se démerdent avec ce qu'ils ont en ligne. Euh, mais pour moi, la vidéo, c'est vraiment au contraire une porte d'entrée. Ce que j'adore dans mon métier, moi, c'est de bah, voilà, découvrir des nouveaux univers, des nouveaux métiers, des nouvelles personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et puis, pouvoir les accompagner comme ça en vidéo, c'est ça que je trouve assez génial, quoi. Non, c'est sûr que ça offre une multitude de formats. Moi, ça me fait penser à une startup qui s'appelle Lemlist. Du coup, je sais pas si ça te dit quelque chose. Mm. Non, Oui, je du connais coup, pas. ils sont spécialisés sur l'outbound. Du coup, c'est de l'acquisition sur de l'acquisition client multiplateforme. Et du coup, ils se sont lancés sur YouTube avec en faisant des vidéos sur plusieurs des mini-séries de vidéos sur plusieurs thèmes. Où du coup, ils expliquent un petit peu eux comment ils travaillent. Ils expliquent un petit peu leur stratégie, où ils veulent aller, quels les succès qu'ils ont rencontrés. Et c'est une approche, je trouve, qui est hyper hyper originale et engageante. Nous, souvent, enfin, quand on commence à utiliser ce genre de solution, on va avoir des questions sur la façon comment utiliser la solution, sur comment l'exploiter au mieux. Et là, ils proposent directement un contenu qui répond à ces questions. Donc, c'est en vidéo, ça change un petit peu du format article classique. Ça rend directement la chose plus dynamique. Et Ouais, bah, la vidéo a vraiment un pouvoir social, hein, je pense qu'il permet de créer du lien et Mhm. de plus en plus, les gens aujourd'hui s'intéressent euh, au-delà des valeurs d'une entreprise, bah, à leur parcours, à leur histoire et même les coulisses. Enfin, c'est un truc, les gens sont curieux, sont friands de ça et je pense que ça s'est vachement développé avec les réseaux sociaux et le fait que ce soit un petit peu un trou de serrure sur la vie privée des gens, hein. Facebook, pour moi, c'est ça. C'est montrer un peu l'envers du décor. Pareil sur Insta, tu peux vraiment partager. Par exemple, moi, je vais communiquer sur YouTube ou sur LinkedIn par rapport aux nouveaux clients ou aux nouveaux contrats, aux nouvelles vidéos que j'ai pu produire. Et sur Insta ou sur Facebook, plutôt l'envers du décor. Donc, voilà, les coulisses, comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là. Et je pense que ça crée un tout qui permet de mieux connaître la marque et donc aussi de générer de l'engagement, de la confiance. Parce que je pense vraiment que l'humain, le human to human, ça revient en force et que les gens ont besoin de ça, encore plus avec la situation actuelle où on est tous un petit peu isolés dans notre bulle et tout.
pouvoir s'identifier, pouvoir se sentir proche des valeurs d'une marque, c'est toujours Ouais, valorisant, quoi. exactement. Voilà, je trouve que c'était vraiment ça qui ressortait du coup de leur vidéo. Du coup, alors, bah, est-ce que tu peux nous Cool. parler un peu plus de Mazet Studio? Ouais, bien sûr. Mazet, en fait, c'est pas vraiment une entreprise, c'est un collectif. C'est un studio que j'ai monté avec des potes en 2016 parce qu'on était tous un peu freelance dans notre coin à faire nos projets tout seul. Et puis on s'est dit, bah, c'est dommage, on a des compétences complémentaires. Est-ce qu'on pourrait pas les associer et puis voilà, monter sur des projets plus ambitieux? Nous aussi, être moins isolés, gagner en crédibilité par rapport à des clients, des agences qui pourraient faire appel à nous sur plus de projets. Après, on voulait pas non plus créer une entreprise parce que si nous, on a quitté les agences et qu'on s'est mis en free, c'était pas pour retomber dans le même schéma avec les mêmes contraintes et tout. On voulait vraiment avoir cette notion de liberté et puis de choix, de pouvoir choisir nos projets, nos clients. Mhm. Euh, donc voilà, on est une petite équipe qui accompagne les agences, les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, à la création de formats courts, plutôt destinés au web, hein. On ne va pas faire des 52 minutes, mais tout ce qui va être pub, showreel, petite animation, vidéo didactique, captation d'events, etc., Ok. webinaire, j'en passe Les, et d'autres. les webinaires, on considère ça quand même comme des formats courts. Du coup, en fait, format court, c'est jusqu'à quelle durée max? Oui, alors, enfin, quand je dis webinaire, c'est en fait, moi, je parle plus de, pour le coup, pardon, effectivement, on fait des lives, des webinaires qui sont plus longs, qui Mhm. peuvent aller jusqu'à 40 minutes, 1 heure. Moi, je parlais vraiment en fait plus de l'aspect, pour le coup, direction artistique. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer le broadcast, l'habillage, le jingle d'intro, les habillages, les overlays et tout. Mhm. Euh, donc voilà. Et puis après, bon, on fait aussi beaucoup de montage pub, du motion design, des tournages institutionnels, type interview corporate, film d'entreprise, team building, salon. Bon, là, les captations d'événements en ce moment, c'est pas trop ça, mais on en faisait J'imagine. pas mal avant. Mais après, nous, on est plutôt, voilà, on est très orienté quand même pub. Mhm. Et puis, bah, notre but, c'est aussi de sous-traiter efficacement des missions vidéo, donc comme je te le disais, pour des agences, hein, pour lesquelles on est plutôt prestataire. Le fait d'être un collectif de freelance et pas une entreprise fait que du coup, on facture à la journée, donc on est beaucoup plus abordable, moins cher que nos concurrents. Et donc, ça nous permet de sous-traiter comme ça pour d'autres boîtes qui viennent faire appel à nous en renfort. Elles savent, voilà, notre tarif à la journée, c'est tant, et elles peuvent se projeter, se dire, bah, pour telle mission, je peux estimer plus ou moins l'enveloppe qu'ils vont me prendre. Euh, voilà, et puis même par rapport aux entreprises, en fait, nous, notre parti pris, c'était de se dire, on va rester free à la journée pour être moins cher et du coup aussi pouvoir accompagner des plus petites boîtes, des PME, des TPE, des startups qui n'ont pas forcément un budget comme démentiel, mais qui ont besoin de communiquer en vidéo et qui vont pas pouvoir s'adresser à une agence qui va leur demander 10K pour une vidéo de présentation, quoi. Donc nous, on va essayer d'accompagner ces gens-là pour booster leur visibilité, générer de l'engagement, du trafic, de la confiance et donc des leads, hein. Bien sûr, l'objectif final, c'est de booster le chiffre d'affaires grâce à un accompagnement un petit peu sur mesure, on va dire, qui s'adapte non seulement aux besoins de nos clients, mais aussi au budget. Ok. Euh, donc voilà, on souhaite réaliser des vidéos vraiment abordables, ça c'est un peu notre ligne de conduite. Et puis bien sûr, authentiques, qualitatives, qui créent de la valeur et puis qui apportent des résultats concrets, quoi. Nous, on ne veut pas juste produire des vidéos pour produire des vidéos, mais il faut qu'il y ait une finalité derrière et que nos clients soient satisfaits parce que leur succès, c'est aussi le nôtre. Et quand ça marche bien, derrière, on nous rappelle. Donc voilà, on préfère fidéliser des clients qu'on va pouvoir accompagner sur du long terme que de faire des petites missions one-shot comme ça. Euh, donc, quand on bosse pour le groupe Rocher, qui est une grosse boîte, ou pour The Box, qui est une petite, la boîte dont je te parlais tout à l'heure, qui fait de l'escape game, ou pour le petit resto du coin, voilà, nous, à chaque fois, c'est des nouvelles rencontres, des nouvelles histoires à raconter, et puis on se focalise pas uniquement sur le budget, quoi. Ouais, c'est la même envie de faire passer un message et faire ressortir C'est les. ça, c'est la passion de la vidéo avant tout. Et de pouvoir vraiment, pour nous, le côté relationnel et puis que nos clients soient pleinement satisfaits, soient contents, que ça se passe bien, qu'il y ait un bon échange, c'est très important pour nous. On n'est pas du tout dans la recherche du one-shot lucratif, mais plus sur de l'accompagnement humain, personnalisé, long terme, quoi. Je vois.
Parce que du coup, alors dès le début, déjà juste le fait, j'imagine, d'avoir privilégié ce format plus collectif qu'agence, vous aviez senti un petit peu l'essor de la vidéo chez des boîtes un peu plus petites, du coup, qui avaient peut-être moins de budget, et cette volonté d'aller cibler un petit peu ce marché-là, c'est ça aussi. Ouais, bah, en fait, on s'était rendu compte quand même que, alors de moins en moins, je trouve, avec justement la popularisation, la démocratisation, je sais pas comment on dit, du format vidéo, mais ça devient de plus en plus abordable de manière générale parce que, comme on l'a dit, tout le monde peut maintenant produire sa propre petite vidéo, son contenu avec un smartphone. Mais il y a quelques années, c'était pas forcément le cas et c'était un peu, quand on parlait vidéo pour les entreprises, elles imaginaient tout de suite les pubs à la télé, tu vois? Ou le truc qui va te coûter, un bras parce que tu fais appel à une équipe de techos avec, un ingé son, un réal, un chef op et tout et du coup, le process même semblait assez compliqué. Mais en fait, non, quand tu essayes de, hem, parler vidéo à des petites entreprises aujourd'hui, je pense qu'il faut avant tout rester dans quelque chose de, ludique, d'interactif, d'humain. C'est ça qu'il faut mettre en avant, et ça a pas forcément besoin, comme on le disait, de nécessiter des moyens techniques énormes, heu, d'autant plus aujourd'hui avec le matos qu'on a à dispo, on peut faire des très belles images, hem Mm. voilà, à un prix abordable et nous, on voulait pouvoir rendre ça accessible, à des petites entreprises. Alors des vidéastes comme nous, comme moi, il y en a plein, hein, qui accompagnent, les boîtes, à plus petite échelle, qui ont pas forcément le budget pour passer par une agence de com. Après, nous, notre force, c'est qu'on a commencé à bosser dans ces grosses boîtes, de pub et donc on a quand même aussi, une expérience, une rigueur, un process qui fait que, voilà, il y a un impératif de qualité, d'exigence derrière qui nous permet de vraiment satisfaire nos clients et finalement, c'est prendre un peu les clés, les codes de ces grosses agences et pour les appliquer à des plus petites boîtes. Donc en fait, on leur explique que nous, la recette, la formule, on la connaît, on l'applique tous les jours avec des boîtes comme Publicis, DDB et cetera, BETC et tout, des grosses boîtes. Mais que c'est pas réservé, aux grosses entreprises, aux grosses marques, comme Renault, Mixa, Kinder ou quoi. Ça peut, tout à fait s'adresser, aux concessionnaires du coin, à la petite boutique du coin. Il faut juste, voilà, appliquer les mêmes codes, mais avec un autre budget. Donc on est plus, créatif, on trouve des astuces, on essaie d'être malin pour, à partir d'un format long, faire différentes déclinaisons de plus petites capsules et cetera. Et puis on essaye aussi de rafraîchir pas mal, l'image grâce à la vidéo d'une marque, d'une identité de marque, donc en la rendant, plus dynamique, plus moderne, au goût du jour, avec des formats réseaux sociaux en 9/16 et tout, des stories, des trucs qui parlent, finalement, à une cible peut-être, plus digitalisée, plus jeune, qui vont être les consommateurs de demain et c'est vraiment, je pense, important que, les marques, quelles qu'elles soient, ne négligent pas, Heu, voilà cette audience donc je sais pas si ça répond à ta question, je me suis peut-être un peu perdu dans mon Non, non, discours non, mais complètement. C'était intéressant parce que je pense que ça m'amène à la question suivante, un petit peu. Donc, selon toi, ouais, comment la vidéo elle peut aider les entreprises donc en tant que comme levier d'acquisition? Tu parlais d'aller toucher un petit peu ces nouvelles cibles plus digitales. Du coup, et aussi, est-ce que tu penses que les entreprises du coup vont de plus en plus faire appel à la vidéo un petit peu dans cette logique d'acquisition? ouais, bah, effectivement la vidéo aujourd'hui, c'est un peu un incontournable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais c'est chaque jour plus de 100 millions d'internautes, hein, qui regardent une vidéo en ligne et donc le champ, d'audience le plus large pour aller trouver des prospects aujourd'hui, ça reste quand même, la vidéo, YouTube, voilà et donc 80 des internautes se souviennent plus, des vidéos publicitaires, qu'ils regardent en ligne. L'élément cognitif, on retient mieux en fait les éléments visuels associés à du son et de l'image. Hem et hem et pareil, on l'a dit tout à l'heure, 80 du trafic web au moins est dédié à la vidéo. Donc, si on se contente des 20 restants, c'est un peu, se fermer des portes et se priver d'une audience aujourd'hui, je pense. Donc si vous êtes une entreprise qui fait pas de vidéo, qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes clairement en retard sur vos concurrents et qu'il y a un truc à jouer maintenant. Il faut prendre le train en marche maintenant parce que plus on attend, plus le niveau aussi monte, hein, en termes d'exigence de qualité de vidéo. Donc, c'est de plus en plus difficile de se démarquer, de sortir du lot et de faire des vidéos, qui captent l'attention. Hem, Surtout comme tout type de contenu, comme on en parlait tout à l'heure, il y a aussi cette logique de régularité
qui est tout aussi Ouais, importante dans la vidéo. On ne peut pas se permettre d'en faire une tous les ans, une tous les 6 mois. Ça dépend encore de notre stratégie, j'imagine, mais il y a aussi cette ouais. logique de Ouais, régularité. ouais, carrément. Bah, en fait, pour que le pouvoir social, entre guillemets, de la vidéo crée ce lien de cohésion, de confiance et tout, il faut effectivement rester présent à l'esprit de ses prospects, de sa communauté. Et ça se fait pas avec une vidéo par an, quoi. Donc, après, que ce soit au sein même de l'entreprise, à travers par exemple, des captations d'événements, de team building, par exemple, la vidéo va permettre d'inscrire ces moments forts de l'entreprise dans la durée, fédérer les différents acteurs de l'entreprise autour de valeurs communes, d'une ambiance positive, stimulante, d'un esprit d'équipe et tout. Donc la vidéo, en fait, c'est pas uniquement destiné à faire sa pub sur les réseaux, hein. Ça peut être aussi un moyen de recruter, de renforcer l'émulation de l'équipe, le sentiment d'appartenance à l'entreprise et tout. Et c'est un moyen de partager en fait le quotidien de sa boîte, de montrer un peu l'envers du décor, comme on disait tout à l'heure, et, euh, et ce côté un peu immersion voilà, dans l'intimité d'une entreprise, dans les coulisses, c'est intéressant. Ouais. Parce que bah, les gens recherchent de plus en plus, comme on l'a dit, de l'humain, de l'authentique et quelque chose peut-être aussi de moins formel, moins corporate que ce qu'ils ont l'habitude de voir, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire la vidéo de promo classique sur la page d'accueil du site web. Bon, ça, tu la vois une fois, c'est bien, mais voilà. Ouais. Euh, L'esprit, c'est c'est pas ça qui va jouer sur le pouvoir de séduction vers ta communauté, quoi, et créer un contenu vraiment interactif et qui va donner envie aux gens d'en savoir plus. ouais. Donc, voilà, les gens, ils veulent surtout aujourd'hui se reconnecter aux autres, hein, à l'humain, dans un contenu à la fois vivant, attractif, ludique. Et c'est pour ça que les gens préfèrent tout simplement regarder des vidéos que de lire un article. Donc la vidéo, ça permet non seulement de valoriser son savoir-faire, certes, mais aussi, surtout, son savoir-être. Et en fait, ben, montrer ce qu'on fait, c'est faire comprendre pourquoi on le fait, ce qui nous motive, quelles sont nos valeurs. Alors que être vu pour ce qu'on représente et ce qu'on aime et pourquoi on le fait, etc., ça véhicule encore autre chose. Euh, donc voilà, c'est un tout, quoi. On n'est plus Ouais. juste sur de la vidéo promo de vente, mais on est aussi sur ce qui nous anime et l'envie qu'on a d'être à l'écoute de sa communauté, d'échanger avec elle et tout. Et le format vidéo est idéal pour ça, quoi. D'ailleurs, on voit que les lives sur LinkedIn, ça pousse comme des champignons. De plus en plus d'entreprises se mettent au live parce que les conditions sanitaires et les restrictions font qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident de créer des événements, regrouper les gens autour de quelque chose. Et le live, pour le coup, c'est un partage sans filtre avec sa communauté où on est directement dans l'interaction. On peut répondre à leurs besoins, à leurs questions et montrer qu'on est à leur écoute, quoi. Et maintenant, j'ai remarqué enfin, que c'est une tendance un petit peu générale dans la création de contenu, d'avoir cette volonté de mettre davantage d'humains. Donc, que ce soit aussi bien du contenu vidéo, mais que du contenu écrit aussi, quand on voit les nouvelles approches de copywriting. Donc, c'est de mettre vraiment davantage de personnel, d'humains, ne pas hésiter à parler de ces T'es- émotions, de comment est-ce qu'on perçoit Ouais, notre travail au quotidien. Je pense que c'est la situation actuelle aussi qui pousse à ça. ouais, ouais, ouais. Je pense que les gens ont besoin de ça, effectivement. Ouais, ouais. Et, ouais, et la vidéo, No- je trouve que ça l'amplifie ben, encore plus. ouais. Bah, c'est ça, en fait, dans ce monde d'ultra communication, on va dire, avec une profusion d'offres, de choix, de talents, de services et tout. Il faut vraiment savoir se vendre pour vendre et du coup bah, offrir de la visibilité, et promouvoir son image de marque, sa valeur perçue. C'est vraiment essentiel hein, aujourd'hui pour qu'une entreprise soit pérenne. Mieux vous communiquez, plus le prospect vous fera confiance et plus il passera facilement à l'acte d'achat derrière. Donc, c'est aussi basique que ça en fait. Si les gens ne vous connaissent pas, ne vous apprécient pas, ils viendront pas vers vous et ils achèteront pas vos services. C'est ça, c'est ça. Et ça se vérifie aussi dans le B2B. Nous, on voit que avant, dans le B2B, on avait plutôt tendance à vouloir rester extrêmement formel, à se focaliser sur le produit, sur la qualité du service et à délaisser un petit peu toute cette partie com. Et aujourd'hui, c'est en train aussi d'exploser, de complètement se renouveler la façon d'approcher le client. Ouais.
en B2B, en se calquant bien évidemment sur ce qui se fait en B2C. Donc, c'est hyper intéressant Ah de... ouais, les codes évoluent et du coup, il faut rester vachement alerte et sensible par rapport à ça et ne pas le négliger parce que sinon, bah, on peut potentiellement passer à côté de pas mal d'opportunités si on est juste focalisé sur le chiffre et la rentabilité et qu'on néglige le côté relationnel, humain, confiance qui pèse de plus en plus dans la balance du business. Ouais, ok, nickel. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question, Florian. Yes, ouais. C'était génial en tout cas de pouvoir t'avoir comme première invité, de pouvoir échanger un petit peu sur Ben, une approche. avec grand plaisir. Merci de m'avoir accordé ton temps, de m'avoir donné la parole. Avec Et plaisir. bah, j'espère à bientôt et qu'on aura l'occasion de rediscuter plus amplement peut-être du sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur la vidéo. Puis bah, je reste à ta dispo si besoin. Ça marche, super. Ben, merci beaucoup en tout cas et on reste en contact sur. Merci à toi Thomas. Allez, Ouais, ciao. à bientôt. Ciao.